Il est intitulé, vous le voyez là, Enfant de la Bête. Voilà, c'est le nom. Non, c'est pas le retour de Brock Lesnar, on parle juste du chapitre de Boruto, bien entendu. Alors on commence avec le premier paragraphe. Boruto est avec Kashin Koji. Alors il y a des détails, bien sûr, je précise. Il y a des détails qui sont parfois flous, il peut manquer un peu d'éléments, c'est normal. Quand le résumé a été fait, je n'ai pas pris tout en compte, parce que si je prenais tout en compte, la vidéo, elle faisait 24 heures et on se retrouvait dans 3 jours. Et le live aussi, on se le faisait à la fin de la semaine et on le terminait à la fin du mois. Donc tu te doutes bien que je rapetisse quand même pour que ce soit plus intéressant. Alors Boruto est avec Kashin Koji dans un des repères de Orochimaru. Le nouveau mentor de Boruto demande à Eda qu'il veut savoir ce qui se passe actuellement. J'ai oublié de faire une correction ici. Ce qui se passe actuellement au Pays du Vent, mais elle lui demande où se trouve Mamushi. Kashin Koji lui répond que Mamushi est toujours dans le repère des Shinju et qu'Eda ne doit pas s'inquiéter d'être vu par lui. Demon, lui, veut affronter Jura pour montrer à celui-ci qu'il est le plus fort. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à dire de ce côté-là? Alors moi, j'en avais parlé en vidéo. Déjà, le fait que Kashin Koji rassure Eda, moi, j'ai l'impression qu'il ment. Voilà, je vous dis sincèrement, vous verrez les potentielles pages. Moi, j'en ai vu quelques-unes, je vous cache pas. Mais je sens le mytho. Je vous dis sincèrement, je sens le petit mytho. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, mais je pense que il est en train de jouer ses pions, lui, et pour sauver le futur, il va falloir se faire des sacrifices. Et je pense que dans le prochain chapitre, le 18, peut-être 19, bizarrement, Mamushi va débarquer pour éclater la gueule à Eda, et il y aura Demon aussi au passage. Moi, c'est mon avis. Je vous invite à réagir sur le chat par rapport à ça. Il joue ses pions comme tu l'as dit. Alors attends, parce que moi j'ai un souci sur mon chat. Tac. On va y arriver. Voilà. L'avantage d'avoir le chat en retour, c'est magnifique. Il y a un complexe d'infériorité chez Demon parce que... Pourquoi il veut se mesurer à Jura? Parce qu'à chaque fois, il le dit, hein, il veut toujours affronter les plus forts. C'est un peu son dada, j'ai envie de dire. C'est un petit peu sa mentalité d'aujourd'hui. Il veut... même pour Boruto, souvenez-vous, il avait dit à Boruto, devient plus fort, et dès qu'on se retrouvera, on se fera un petit combat. Donc le fait qu'il veuille affronter Jura, ça veut pas dire qu'il est plus fort que lui. Moi, au contraire, je pense que s'il affronte Jura, ça sera un enterrement, hein, clairement. Mais je pense qu'avant d'affronter Jura, s'il y a affrontement un jour, je pense même pas qu'il y aura, il va surtout être confronté à Mamushi. Parce que je pense que l'affrontement Eda-Mamushi, c'est pour bientôt. Et j'ai la nette impression que tous les affrontements vont arriver en même temps, quasi en même temps. Moi, je vois Ryu versus Mitsuki, je vois Hidari débarquer sur Sarada, Konohamaru versus Matsuri, Jura va se prendre Boruto Kawaki, disons les termes, et Mamushi va débarquer comme je l'ai dit, pour Eda. Donc moi, je vois le truc comme ça. Après, on verra bien, hein, mais voilà. Peut-être que Kashin Koji veut que Mamushi tombe sur Eda pour éloigner Demon de Jura, parce que pareil, je pense que Jura peut tuer Demon. Ah, mais Jura, il peut tuer tout le monde. Parce qu'à partir du moment où tu nous présentes un adversaire capable de tuer Boruto, dont la destinée est vouée à être tuée par Jura, justement, ça te dit clairement qu'à l'heure actuelle, Jura, il te déglingue tous les personnages. Parce que Boruto est obligé de s'allier à Kawaki pour qu'il y ait un duo face à Jura. Donc, oui, Demon, Demon, encore une fois, c'est pas sa puissance, moi, qui m'inquiète, c'est sa technique. Il est capable de renvoyer la technique de son adversaire en étant plus forte, donc la technique 2 fois plus forte, on va dire. Et voilà, donc c'est ça qui fait que Demon est clairement surcheaté, j'ai envie de dire. C'est pas sa puissance, hein. C'est ce côté reflet miroir. Jura est-il plus fort que Demon? Oui, comme je l'ai dit, il est nettement plus fort. Est-ce qu'on passe à la suite, ou est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose par rapport à ce paragraphe ou pas? Faudra que je vérifie un truc sur ma vidéo. Est-ce que j'ai corrigé ça sur le potentiel montage à voir? Mais est-ce qu'on fait autre chose du coup? Alors, quand Boruto disait qu'il ne deviendra jamais plus fort que Demon, c'est faux, parce que Boruto va devenir plus fort que Jura, donc que Demon. Non mais en fait, Boruto est plus fort que tous les shinobi à l'heure actuelle.
Tu vois, si on parle niveau shinobi, Boruto est au-dessus. Kawaki, est-ce qu'on le considère comme un shinobi? Allez, on va le considérer comme un shinobi. C'est l'apprenti de Naruto. Kawaki, il est en dessous de Boruto. Quand il va retrouver sa puissance, Kawaki va être à égalité au niveau de Boruto. Ou vraiment légèrement en dessous. Voire peut-être supérieur. Hein. On n'est pas à l'abri d'une surprise où Kawaki est au-dessus en réalité. Hein. Mais c'est clair que Daemon est en dessous. Ce qui pose problème avec Daemon, c'est sa capacité, une nouvelle fois. On peut avancer, mais est-ce qu'il pourra envoyer ses attaques? C'est ça la question, est-ce que Daemon a la capacité de renvoyer les attaques de Jorah? Ça, c'est une excellente question. Parce que, est-ce que justement il peut renvoyer toutes les attaques? Je crois pas, je crois que justement ça avait été dit qu'il pouvait pas tout renvoyer. Donc face à Jorah, ça va être intéressant de voir un petit peu les limites de Daemon. Si affrontement il y a, parce que moi encore je suis persuadé qu'on aura d'abord Daemon versus Mamushi. Parce que si Eda est attaqué, Daemon devra forcément intervenir. Enfin, il interviendra, ça c'est sûr. Passons à la suite. Alors attendez, hop. Je mets la partie 2. Si Daemon pouvait vaincre Jorah, Kashin Koji ne se donnerait plus autant de mal. C'est pas faux. Pour le coup, oui, tu as raison, Eitam. Son pouvoir doit avoir une limite quand même. Oui, c'est comme Eda. C'est comme Eda. Mais Eda, si tu regardes bien, avant... après, on passe à la suite. Mais avant la fin de la partie 1, Eda, avec l'omnipotence et son Senringan, elle est montrée comme invincible. C'est-à-dire que son Senringan, c'est surcheaté, son omnipotence, personne ne peut avoir l'immunité. Tu te rends compte que forcément, par rapport à l'omnipotence, t'as Sarada, Sumire qui sont immunisés, Shikamaru qui a trouvé une faille pour résister à l'omnipotence, parce que quand même c'est Shikamaru qui est capable de faire ça pour le coup. Et concernant le Senringan, on voit que l'alter ego de Bug, Mamoshi, est capable de transpercer ce Senringan. Donc voilà, et en plus t'as Kashin Koji aujourd'hui qui est capable de clairement anticiper ce que verra Eda, que ce soit dans le passé, dans le futur, bref. Toi, c'est un vrai bordel l'histoire. Donc Eda a été présentée comme invincible sur la fin de la partie 1, et là, depuis le début de la partie 2, elle est montrée comme faillible. Voilà, faut le dire, elle est vulnérable. Du coup, deuxième paragraphe. Pendant ce temps, désireux d'assouvir sa soif de connaissance, Jorah se rend dans une des bibliothèques de Konoha pour acheter des livres. Il les paye notamment avec de la vraie monnaie. Bon, en soi, ce paragraphe confirme juste ce qui nous a été expliqué dans le chapitre 16. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, Jorah, c'est de la culture, il veut apprendre, il veut connaître le monde autour de lui, et donc il veut pas toucher à Konoha, parce que Konoha, il estime que ça a un intérêt culturel. Merci pour le follow. J'ai eu l'alerte là. Attends. Qui c'est qui m'a follow? Merci Furky. Mais voilà, du coup, Jorah ne s'en prendra pas à Konoha si on ne l'attaque pas. Maintenant, reste à voir ce que vont faire les Shinobi. Moi, j'attends de voir les scènes où on va avoir Jorah en train de traverser Konoha, tu vas avoir des Shinobi le croiser. Est-ce que ça va arriver dans le manga? Je sais pas, mais dans l'anime, c'est sûr. Voir comment ils vont réagir. Ils vont bouillir, mais ils savent très bien que s'ils interviennent, tout Konoha y passe. Maintenant, peut-être qu'on va avoir une dinguerie. Kawaki, une fois qu'il aura sa puissance, il va se jeter tête perdue à corps et âme sur Jorah et il va provoquer la fin de Konoha. Pourquoi pas? Itachi a dit dans Shippuden que toutes les techniques ont une faille, il avait pas tort. Oui, toutes les techniques ont une faille, il y a toujours un point faible. Ma question, c'est surtout d'où Jorah tient l'argent pour payer. Parce qu'il a pu récupérer ça sur ceux qu'il a tués, hein, par exemple. Il en a tué des shinobi. Hein. Donc, après, il a pu très bien se créer de l'argent. Après, ça, c'est le petit truc pour titiller sur le scénario. Mais c'est le côté humoristique du chapitre aussi, hein, de voir Jorah en train d'acheter les livres. Alors que le mec, tu sais qu'il a la capacité de tuer tout le monde, de raser le village de Konoha, tu sais qu'il est capable de faire ça. Non, le mec qui sort son argent de poche, hop, je voudrais un livre, et bonne journée à vous, et à la prochaine. Voilà. Alors que Jorah, je le dis, hein, il peut tuer tout le monde. Jorah va être un adversaire redoutable car il continue d'apprendre sur lui-même. C'est vrai. C'est vrai que c'est un antagoniste qui est intéressant, c'est pas un antagoniste qui veut fracasser directement ses ennemis, qui veut attaquer direct. Il a un but, il a des objectifs, il sait où il veut aller. C'est un peu comme Pain, mais il prend le temps. C'est-à-dire que... Après, attention, il prend le temps parce qu'il sait qu'à l'heure actuelle, en termes de puissance, les autres, ils vont rien lui faire. Donc Jorah, il a aussi cette conscience-là. Il veut apprendre le monde autour de lui parce qu'il peut le faire. S'il serait en danger, s'il savait qu'à Konoha, par exemple, t'avais un mec qui était capable de le tuer, je suis persuadé que Jorah, il serait pas aussi détente. Hein. Donc il y a aussi cet aspect-là. Hein, qu'il faut prendre en compte.
Mais oui, c'est intéressant d'avoir un personnage, un antagoniste, qui, finalement, d'un point de vue extérieur, il a pas l'air méchant. Tu sais qu'il est méchant, parce que déjà, tu as vu ce qu'il a été capable de faire, et tu sais par rapport au scénario que voilà, il faut le battre parce que ça va poser problème à un moment donné. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a un comportement de protagoniste sur certains aspects. Et c'est quelque chose qui n'avait pas forcément été abordé dans ce cas-là, dans Boruto. Dans Naruto, il y a des situations similaires, avec des personnages qui ont un développement différent, quand même. Je crains que Jura tombe sur Imawari et Konoha. Que peut-il se passer s'il croise sa cible? Je pense qu'Imawari a été mis au courant du plan de Shikamaru suite aux recommandations de Kashin Koji. Donc clairement, faut pas s'inquiéter sur ça. Alors est-ce qu'elle sera capable de se maîtriser? Je pense que oui, parce que t'as quand même Kyuubi qui va lui parler et qui va lui dire écoute, faut pas faire de bêtises. C'est Konoha qui est en jeu. Donc voilà, n'allons pas l'attaquer. Après, attention, c'est vrai que si Jura tombe sur Imawari, ou l'un des deux, peut-être que Jura va vouloir s'en prendre à Imawari. Et qu'on pourrait avoir un rematch entre les deux. Jura serait toujours au-dessus. Peut-être un combat entre Shikada et Jura avec intervention de Shikamaru. Pourquoi pas? Il y a plein de possibilités de ce côté-là. Mais dans l'intérêt du village de Konoha, ils ne vont pas aller vers lui. Ils ne vont pas donner l'assaut. D'ailleurs, ça a été dit par Kashin Koji, il faut absolument qu'Imawari soit hors de portée de Jura. Donc clairement, Imawari n'a aucun intérêt à aller vers Jura. Donc je pense qu'ils ont pris leurs précautions de ce côté-là, Konoha, par rapport à la fille de Naruto. Ça peut préparer le terrain pour un bref combat Demon Jura. Mais je vois pas Demon partir comme ça attaquer Jura. Il veut attaquer Jura, il veut s'en prendre à Jura pour se mesurer à lui, mais dans sa tête, je pense que sa priorité, c'est de protéger sa sœur. Donc il quittera pas sa sœur. Je ne pensais pas que l'incarnation de Joby, à l'heure d'aujourd'hui, aurait un tel changement. Est-ce qu'on peut vraiment parler de Joby? Alors oui, c'est une incarnation de Joby, mais c'est pas qu'une simple évolution, c'est limite une naissance, en fait. Il est né de Joby, tu vois. Mais après, oui, c'est vrai qu'on peut parler d'évolution, c'est un peu comme celle pour l'histoire, dans l'histoire, mais moi, je parlerais plus de évolution, métamorphose, c'est la même chose, mais métamorphose, je trouve que le mot est plus fort. On est quand même sur quelque chose qui est issu d'une naissance, un peu. Une revanche entre Jura et Imawari. Ouais, mais comme je vous l'ai dit, ça servira à rien. Imawari elle arrivera peut-être à maîtriser un peu plus les pouvoirs de Kyuubi, mais Jura restera au-dessus. C'est là le niveau de puissance de Jura aussi, hein, parce qu'on parle d'Imawari avec la puissance de Kyuubi, c'était pas rien. Moi, je me demande quand Kyuubi va dire la vérité à Imawari. Par rapport à quoi? Quelle vérité? Concernant Naruto? Je pense que Moroshiki va apparaître contre Jura. Je pense aussi, clairement. Après, j'ai pas encore vu le chapitre, donc je peux pas donner mon avis encore. Je dirais plus une naissance. Ouais. Moi, je suis de cet avis-là. Est-ce que vous voulez qu'on passe à autre chose dans le chat? Et Furki n'aie pas peur, hein, n'hésite pas à parler, on est là pour donner notre avis, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de jugement ni rien, et pour ceux qui me regardent en live, n'hésitez pas à vous follow, à partager ce stream, je compte sur vous. Je pense que Jura apprend encore de lui-même, et il peut être encore plus puissant. La vérité sur Naruto Kawaki. Ah oui, par rapport à l'omnipotence d'Eda, tout ça, oui, mais je pense que Kyuubi ne peut pas tout savoir, parce qu'il était dans une période de réincarnation à un moment donné. Peut-être que Kyuubi ne connaît pas la vérité. Donc moi je reste sceptique concernant Kyuubi. Sur la vérité qu'il pourrait avoir concernant Naruto, avec au milieu Kawaki Boruto. Il était mort, oui, il était mort, mais il était en phase de régénération, si tu préfères. Mais après, je pense qu'il va se fier à Imawari. Donc je pense qu'il est dans la même situation que les autres shinobi. Je pense qu'il va faire confiance à son hôte, qu'est Imawari, du coup. Passons à la suite. Il sait que Boruto est le fils de Naruto, et pas Kawaki en tout cas. Oui, après, oui, il peut y avoir cet aspect-là où Kyuubi le sait, oui. Allez. Au pays du vent, l'équipe de Konohamaru continue d'observer les deux Shinju, Matsuri et Ryu. De son côté, Sarada pense à sa discussion avec Sumire. La fameuse discussion où Sumire s'est énervé. Alors, Mitsuki constate que cela la dérange. Arrive le moment des confrontations entre les Shinju et l'équipe de Konohamaru. Matsuri est gêné et rougit face à ce dernier. Le petit-fils du troisième Hokage réussit à capter totalement l'attention de Matsuri, tandis que Sarada, Mitsuki et les shinobi de Sona vont s'occuper de Ryu.
Cette tactique de Konohamaru a été préparée par ses soins avec l'appui de Shikamaru. Je viens de m'apercevoir que j'avais mis Shikakamaru. Aïe, 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 aïe. L'erreur du streamer français, c'est terrible. Et ben ça résume un peu le personnage dans la partie 1. Ça la résume un petit peu moins pour la partie 2. Mais voilà, ça m'apprendra à taper 2 fois les syllabes. Mais du coup, donc ça c'est ce que vous verrez aussi dans la vidéo, du coup, qui est sortie aujourd'hui. Mais c'est des choses qui arrivent, bien sûr. C'est terrible. Revenons, du coup, sur la première partie de ce paragraphe. Sumire Sarada. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que Sumire... Alors, elle n'apparaît pas dans ce chapitre, Sumire. Mais il y en a beaucoup qui pensent que Sumire pourrait être la véritable antagoniste de l'œuvre. C'est pas une hypothèse à écarter. Maintenant, Shikakamaru, le nouveau fils de Shikamaru, qui va dépasser Shikadai. Ouais, pourquoi pas. Mais non, mais en vrai... Sumire, je pense qu'elle va évoluer. Je pense qu'elle va servir à quelque chose concernant Boruto. Peut-être le Jogan. Mais je la vois pas devenir antagoniste. Ou alors elle se fait manipuler par le nuée, quelque chose de plus grand, comme Amado, Shiba Yototsuki, pourquoi pas. Ou alors, ça se trouve, Sumire va être l'autre de Shibai. Voilà, moi je donne une théorie comme ça, je me base sur rien, mais quitte à faire des spéculations, autant y aller fort. Par contre, Sarada, je la vois évoluer dans le sens où elle va prendre conscience de ses sentiments envers Boruto. Soit de l'amitié, soit de l'amour. Parce que là, le fait qu'elle pense à ça, déjà, je pense que ça l'embête de s'être embrouillé avec Sumire. Et aussi, je pense qu'elle va vraiment se poser des questions sur la nature de ses sentiments, parce que c'est vrai qu'au final, la nature du conflit entre Sarada et Sumire, c'est le fait que Sarada se soit jetée dans les bras de Boruto. Donc peut-être que Sarada va réfléchir. J'ai pas l'impression qu'elle ait conscience de ce qu'elle ressent réellement pour Boruto, ou du moins elle ne connaît pas la nature de ses sentiments envers Boruto. Donc peut-être qu'elle va réfléchir à ça, que ça va la faire cogiter, mais c'est pas le moment. Pour le coup, il y a un combat qui se profile, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Sarada. Et je pense que c'est pour ça que c'est c'est le meilleur moment, j'ai envie de dire, que Hidari arrive. Pour que voilà, Sarada soit confrontée à tout ça. Un surplus d'émotions. Parce que là, elle est un peu concentrée indirectement sur Boruto, même s'il n'est pas là, avec ce qui se passe autour de Sumire. Et si Hidari arrive, bah, tu vas rajouter l'enjeu autour de Sasuke, et donc tu vas retrouver les conditions de ce qui avait été proposé à la fin de la partie 1, lorsque Sarada avait discuté avec Sasuke au sujet de Boruto, et là où il y avait eu le Mangaku Sharingan. Donc, retour du Mangaku Sharingan, si ça arrive. Pourquoi pas? Donc, je me dis que Sarada peut faire de grandes choses. Sumire n'est pas là par hasard. Non, Sumire, si elle arrive à ce moment-là, c'est pour qu'elle soit développée à un moment donné. Donc clairement, oui, elle va servir à quelque chose. Moi, je reste persuadé qu'elle va... J'ai plus l'impression que là, on se rapproche plus d'un rapprochement Boruto-Sumire. Après, on verra comment ça va se traduire. Mais je vois plus Sumire apporter beaucoup de choses, des éléments au personnage de Boruto que Sarada. Je pense que Sarada, justement, elle va se détacher de Boruto pour évoluer elle-même. Et je pense que Sumire va se rapprocher de Boruto pour évoluer avec lui. Sumire va se développer très différemment dans un autre angle. Exactement. Là, ça annonce un désastre dans le combat où que ça peut faire échouer la stratégie de Konohamaru. Bah, en soi, la stratégie, c'était de séparer les deux Shinju. Ça a marché. Mais comme il fallait s'y attendre, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, bah, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas avoir Sarada Itsuki d'un côté, face à Ryu pour l'instant. On ne prend pas en compte l'arrivée de Hidari, là. Et de l'autre côté, tu vas avoir Konohamaru face à Matsuri. Moi, je pense que ça peut mener à une tragédie, tu l'as dit toi-même, mais pas par rapport à l'échec de la stratégie. Moi, je vois Konohamaru mourir dans cette histoire. Cette déconcentration pourrait même être la cause de la défaite de Konohamaru face à Matsuri qui se ferait dévorer. C'est vrai qu'on pourrait avoir un délire. Alors, il ne se fera pas dévorer, Konohamaru, il sera tué. Mais c'est vrai que si Sarada se met en danger, Konohamaru va s'inquiéter et ça pourrait faire du tort à Konohamaru. Là, ouais, c'est vrai ce que tu dis, Ethan. C'est vrai, complètement. Je pense que c'est dommage, on voit pas Metal Lee, Iwabe, Denki et les autres ninjas du village. Ni la fille en chat, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais oui, c'est vraiment dommage. Ça aussi, c'est dommage. Mais je pense que l'anime développera quelques personnages secondaires. Là, sur le conflit actuel,
les personnages qui vont être développés, c'est les 2 shinobi de Suna. Ils vont pas servir à grand-chose. Ils vont avoir un petit rôle à un moment donné. C'était Wasabi, la fille en chat, voilà. Mais oui, les deux ninjas de Suna, ils vont juste être là pour apporter 2-3 trucs stylés. Ils n'auront pas un gros développement, voire pas du tout dans le manga. En tout cas, je le vois pas comme ça. Ça se trouve, ils ont été apportés là pour mourir. Hein. C'est possible avec Kishimoto. Dans l'anime, je pense qu'il peut y avoir des petits rajouts. Mais il n'y aura pas plus que ça. Ou alors des fillers juste avant cette confrontation pour développer les 2 personnages. À voir. Mais là, clairement, les leaders de cet affrontement, c'est les Shinju, Sarada, Mitsuki et Konohamaru. Après, Kakashi, Tsunami, j'aurais aimé les voir. Alors, Tsunami connaît pas, mais c'est Tsunade, oui. Kakashi, oui. Oui. D'ailleurs, je précise, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet. Kakashi n'apparaît pas dans le chapitre. C'est du fake, ça. Parce que j'en ai vu beaucoup dire, oui, Kakashi, je comprends pas, tu le mentionnes pas, t'en parles pas. Bah, j'en parle pas parce que c'est faux, en fait. Voilà, je vais pas en parler s'il n'apparaît pas, tout simplement. J'aimerais bien qu'il apparaisse, mais je vais pas mentir. Je suis pas Kishimoto non plus, hein, je vais pas écrire le chapitre à sa place. Hein. Ni l'œuvre. Après, s'il faut que Konohamaru meure, il faudrait faire comme Asuma. Ouais, tu peux faire... Ouais, bah pour Konohamaru, tu peux faire un développement comme ça, hein, sur l'instant T, sur quelques chapitres, tu le fais vibrer, tu le mets en avant, tu lui fais peut-être un passage de flambeau, peut-être en termes de responsabilité pour Sarada, pourquoi pas. Et tu peux le faire mourir à la Asuma. Mais je pense que l'émotion que tu as eue avec Asuma... Déjà, Asuma, moi je me souviens très bien, pour avoir suivi le manga et l'anime, surtout l'anime, à ce moment-là, Asuma, je trouve que l'émotion elle est d'autant plus forte parce que juste avant, t'as un arc filler sur lui. Sur... je sais plus comment ça s'appelle, le roi du feu, templier du feu, je sais plus c'est quoi. Et ça permet de mettre en avant le personnage. Donc t'as une émotion qui te tient à ce moment-là. Et en plus, t'as la relation Asuma-Shikamaru qui est magnifique. Le truc avec Konohamaru, c'est que tu pars pas sur le même développement. Tu pars sur un personnage qui a énormément de potentiel dans Naruto Shippuden surtout, qui a disparu dans Boruto, dans le manga du moins, et dans l'anime qui a été nul à chier. Voilà, disons les termes. Donc tu reprendrais un développement, il faut que tu arrives à nouveau captiver le lecteur, pour ce qui est du manga, sur Konohamaru. Donc il faut que tu sois bon, il faut que tu sois incisif. Il faut que Konohamaru, ça te prenne au triple. Moi, je pense qu'on partirait plus sur un développement à la Hiruzen Sarutobi pour Konohamaru. Parce que, en soi, quand tu prends en compte Sarutobi, dans la partie Naruto, la partie 1, bah, tu sais quasiment rien de lui, finalement. Tu sais qu'il a un passé de monstre, tu sais qu'il a un passé, quand je dis monstre, de puissance, où le mec, il a un charisme, il a un vrai vécu. Et en soi, Konohamaru, c'est un peu la même chose. Avant Boruto, tu sais que Konohamaru, alors il n'a pas le même vécu que Sarutobi, ça c'est clair. Mais avant Boruto, Konohamaru, il avait un potentiel. Donc, si tu arrives à jouer sur cet aspect-là, tu peux tirer quelque chose du développement de Konohamaru. Et après, il faut le faire briller, tu vois. Il faut le mettre en valeur face à Matsuri. Moi, j'aimerais un Konohamaru, pourquoi pas, qui arrive à vaincre Matsuri. Quitte à ce qu'il finisse sans jambes, sans bras, à l'article de la mort, voire mort. Mais au moins un Konohamaru qui brille et qui réussit quelque chose. Peu importe ce qu'il doit faire, s'il doit se sacrifier. Ce sera clairement Mitsuki versus Ryu. Peut-être qu'il n'arrive pas à intervenir. Alors, s'il intervient, bah, forcément Sarada sera occupé face à Edai. S'il n'intervient pas, peut-être une Sarada qui se ferait assommer, ou mettre KO d'entrée face à Ryu, parce qu'elle est trop obnubilée sur Sumire et Boruto, tout ça, et Mitsuki face à Ryu. Et là, tu pourrais avoir une belle référence par rapport à ce que nous avait montré l'animé, c'est-à-dire Mitsuki versus Shinki. Mais là, ce serait Mitsuki versus son alter ego. Le flashback, etc. Un flashback avec Konohamaru, oui, tu pourrais avoir des flashbacks sur l'ellipse. Moi, je reste persuadé qu'on va en avoir d'autres, des flashbacks sur ce qui s'est passé durant l'ellipse. Après, c'est mon avis, hein. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir un Konohamaru briller, pour une fois. Soit il va vaincre Matsuri, soit il va mourir. Je le vois pas mourir sans vaincre Matsuri. Moi, je pense que Matsuri va mourir là, dans les prochains chapitres. Peut-être que d'autres Shinji aussi vont y passer, mais Matsuri, je la vois pas survivre. Elle a été présentée comme une antagoniste de premier plan là, depuis 2-3 chapitres. À partir du moment où elle nous a été présentée comme capable de tuer Gaara d'une manière déconcertante, avec un vrai niveau, il y a un vrai écart de niveau pour le coup,
ça laisse supposer que forcément, il faut trouver la solution pour la vaincre dans un premier temps. Et ça va passer par Konohamaru. Mais ce combat-là, ça fait un moment qu'il nous avait été teasé. Hein. Konohamaru versus Matsuri, c'est un peu l'affiche un petit peu curieuse, tu vois. On se dit, bon, est-ce que Konohamaru va réussir l'exploit? Je le vois pas mourir sans tuer Matsuri. Se trouve, il va pas mourir. Se trouve, avec Matsuri, il va nous surprendre, Konohamaru. Mais il va faire quelque chose. Et ça va pas tomber en vain parce que je pense que l'auteur aime bien le personnage, donc il va le récompenser. Ça se trouve, prochain chapitre, Konohamaru va mourir en 3 coups, on va tous chialer, et comme ça sera fait. Ce serait terrible, mais c'est ce qui pourrait lui arriver. Je vois plus Konohamaru se faire DOA, ou peut-être que sa volonté vis-à-vis de Konohamaru va changer. Ah, comme quoi Matsuri, elle pourrait tomber amoureuse de Konohamaru, c'est vrai qu'elle était gênée à son égard. Moi, je pense surtout qu'elle va vouloir le tuer, et le fait qu'on nous montre que Matsuri ait un petit truc pour Konohamaru, c'est pour te dire en gros, Moegi a un truc pour Konohamaru de base. C'est ça l'histoire. Et donc là, tu rajoutes de l'émotion, de l'enjeu, parce que Konohamaru, s'il est pas trop bête, il va comprendre que s'il sauve Moegi, il sauve sa femme. Voilà. C'est vrai qu'il y avait un habit sur le coup, de ce que j'avais compris. Mais là, visiblement, ça peut être sur un Konohamaru Moegi. Voilà. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'on a voulu nous montrer dans ce chapitre. Après, oui, Matsuri pourrait peut-être l'épargner, mais je vois pas l'intérêt, encore une fois, de faire des Shinju surpuissants pour les rendre gentils. Parce que si tu les rends gentils, à un moment donné, tu dois t'en débarrasser pour, justement, libérer ceux qu'on t'a emprisonnés. Donc, après, t'as un choix malsain. Tu dis, est-ce que finalement, tu tues quelqu'un qui est gentil? Tu vois. Après, oui, Asuma, sa mort, elle était beaucoup plus marquée. Tu peux faire quelque chose avec Konohamaru, comme par exemple des flashbacks avec Naruto quand il était petit, etc. Alors, tu peux faire ça, mais je pense qu'il serait encore plus poignant, c'est de faire des flashbacks avec Konohamaru et Hiruzen Sarutobi, quand Konohamaru était tout petit, et qu'Hiruzen s'en occupait. Moi, je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Le problème, et je pense que ça n'arrivera pas, ce type de flashback, Konohamaru et Hiruzen Sarutobi, parce que tout simplement, Hiruzen, c'est vraiment une génération qui a connu Naruto. C'est-à-dire que ceux qui découvrent Boruto, Hiruzen Sarutobi, ils savent pas c'est qui. La vérité, elle est là, elle est triste. Hein. Il y en a peut-être certains qui vont dire, ok, oui, c'est le 3e Hokage, mais ça va s'arrêter là. Pour quelqu'un qui connaît Naruto Shippuden, tu sais c'est qui Hiruzen Sarutobi. Voilà, tu connais l'histoire. C'est pour ça que, est-ce que dans Boruto, Kishimoto va le faire? Peut-être que l'anime va le faire. Peut-être que l'anime le fera. Mais le manga, je vois pas, parce qu'il va perdre la moitié de la commu sinon. Il va dire, mais c'est qui lui? La réaction de Matsuri est bizarre. Et si Matsuri venait à trahir Jura? Je vois pas Matsuri trahir Jura. Parce qu'il faudra la tuer pour libérer Moegi. À moins qu'il y ait un autre moyen de libérer les mecs qui sont emprisonnés dans l'arbre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais un allié avec ce niveau-là? Pour faire quoi? Parce que si Matsuri se retournait contre Jura, derrière, en termes de menaces, t'es plutôt tranquille. T'as même plus besoin d'une alliance Boruto Kawaki. Hein. C'est ça le truc. Et en plus de ça, si elle se retourne contre Jura, Matsuri, c'est certainement à cause de Konohamaru. Donc grâce à Konohamaru, finalement. Et le truc, c'est que Konohamaru, si elle suit Konohamaru, elle va suivre ses directives. Si Konohamaru décide à un moment donné de protéger Boruto ou même Kawaki, ça va se retourner contre l'un d'eux. C'est-à-dire soit Boruto, soit Kawaki. Et je vois pas Matsuri forcément faire ça. Et je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt aujourd'hui sur le développement. T'as d'autres choses à faire. Tu as d'autres possibilités. Mais c'est pas bête comme raisonnement. Je dis pas que c'est bête. Au contraire. Mais là, en termes de scénario, je pense qu'il y a autre chose à faire. Ça pourrait amener Jura à manipuler la volonté des Shinju pour révéler le niveau de menace. Mais non, je vois pas Jura dans la manipulation. Si tu regardes bien, Jura, il nous est présenté comme un personnage qui ne manipule pas, hein, qui veut apprendre, et qui juste... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Jura, il a une équipe, entre guillemets, mais t'as l'impression que les Shinju, ils sont libres. Enfin, ils sont libres. C'est pas une impression, c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ont des cibles, ils doivent suivre leur volonté. Donc je vois pas Jura manipuler leur volonté, parce que justement, c'est lui qui dit aux autres, concentrez-vous sur votre instinct, et puis voilà. Donc je vois pas.
Je vois pas, clairement, je vois pas ce scénario-là se produire. Parce qu'il y en a qui ont cette hypothèse-là avec Hidari aussi. Mais je vois pas pourquoi Hidari se retournerait contre Jura, par exemple. Tu vois, c'est... Il y a plus de choses à raconter avec Hidari antagoniste par rapport à Sarada. Et surtout vis-à-vis de Sasuke. Allez, on passe à la suite. Là, c'était la partie 3. Partie 4. Au même moment, Boruto et Kashin Koji discutent de l'issue du conflit en cours. Ce dernier confirme au jeune Uzumaki que tout se passe bien. L'équipe des Shinju est divisée. Boruto souhaite intervenir, mais Kashin Koji l'en empêche. En effet, si Boruto intervient, Jura arrivera aussitôt et le tuera cette fois-ci à coup sûr. Kashin Koji dit qu'il ne peut pas se permettre de perdre Boruto. C'est un élément clé du destin du monde Shinobi. Donc là, on revient sur l'élément singularité du destin, représenté par Boruto et Kashin Koji. Et le fait que Boruto ne peut pas intervenir. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce chapitre, c'est que on sait qu'il y a une finalité. Boruto doit se faire tuer par Jura. Apparemment, sur tous les futurs qu'a vu Kashin Koji, bah, ça ne change pas, ça. Mais que dans tous les cas, pour sauver le monde, il faut que Boruto survive. Le problème, c'est qu'au niveau du pourcentage de chance, on est sur 0. Donc, il va falloir trouver un petit compromis, il va falloir faire quelque chose. Parce que là, compliqué. Faut pas qu'il joue au loto, là, Boruto. Il faut pas oublier, ils sont 5 ou 6, Kashin Koji avait dit qu'ils seront 400. Ah, tu parles du nom des Shinju. Bah oui, mais après c'est pas fini, hein. Ils viennent que d'apparaître, les Shinju. Si tu prends en compte tous les Shinobi qui ont été capturés, il est possible qu'il y ait d'autres Shinju plus faibles. J'ai même envie de te dire un truc, ça se trouve ils existent déjà, mais que le manga ne le montre pas. Peut-être que l'animé va nous montrer ça. Il va justifier pourquoi l'ancienne génération, Kakashi, Tsunade, Rock Lee, sont absents. Parce qu'en réalité, ils sont en train de s'occuper de ces Shinju-là qui sont absents. Enfin, qui sont là, mais qui sont hors champ, tu vois, qui sont absents des chapitres. Donc ça se trouve, c'est en train de se produire. Après, moi je mets ça sur le compte de, voilà, il faut vendre la menace, donc il faut extrapoler. Quitte à raconter un truc gros, plus c'est gros, plus ça passe, on y va. C'est ce que je veux dire. Donc, à voir. À voir, fan de Boruto, comment ça va se dérouler. Mais pour l'instant, c'est que le début. Peut-être que cette menace va être annihilée. Et après, il y a aussi le personnage de Code. Hein. On ne sait pas quand est-ce qu'il va réapparaître. On sait qu'il a la détermination de tuer Boruto Kawaki, etc. Donc ça se trouve, par ses actions, il va commettre encore des dingueries qui vont causer un peu plus la destruction du monde Shinobi. On attend avec impatience. Ah bah oui, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le chat là qui veulent réagir à ce paragraphe-là? Mais en soi, là, c'est aussi pour confirmer que Boruto n'interviendra pas du côté de Matsuri Ryu, donc il devra laisser seul Sarada Mitsuki ainsi que Konohamaru. Par contre, je pense qu'il interviendra quand Kawaki sera prêt et que celui-ci aura retrouvé sa puissance. Donc quand Boruto et Kawaki seront prêts, Jura, ça va être sa fête. Mais comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, je ne sais plus qui, il faudra certainement s'attendre au retour de Momoshiki également. Donc, à voir. À voir comment ça va se passer. Est-ce que c'est bon pour vous dans le chat sur ce paragraphe-là? En soi, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? En fait, ce paragraphe-là, c'est une confirmation, comme je l'ai dit, de ce qui nous a été proposé dans le chapitre 16. Là, le chapitre 17, il conforte déjà ce qui a été fait auparavant. Et c'est évident que Boruto doit pas mourir, parce que le monde Shinobi, bon voilà, c'est foutu sinon. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur celui-ci. Par contre, on va parler de l'autre. Et de la dernière partie, du coup. Alors, l'autre paragraphe, il est là. Ça rejoint les préparatifs Boruto Kawaki, finalement. Donc, je vous le lis, à la fin du chapitre, Kawaki confronte Amado, il plaque ce dernier violemment contre un mur, il lui ordonne de retirer son limiteur afin qu'il puisse récupérer toute sa puissance. Donc voilà. Un Kawaki, ça c'était sûr, c'était évident à partir du moment où il a su la vérité sur sa puissance limitée à cause d'Amado. C'était sûr que Kawaki allait faire une confrontation avec Amado. Donc la question, elle est là, elle se pose.
Pourquoi Amado a bridé la puissance de Kawaki? Parce qu'en faisant ça, il vient de mettre Konoha dans une situation très compliquée. Est-ce que parce qu'il avait peur de Kawaki? Est-ce que c'est pour le contrôler au moment où il en aura besoin? Et au moment où Kawaki, justement, ne voudra pas se faire contrôler? Donc c'est quand même assez bizarre que Kawaki ait un limiteur à cause d'Amado. Et surtout, c'est quand est-ce qu'Amado a mis un limiteur sur Kawaki? Est-ce que c'est depuis le début? Moi j'en doute, parce que au milieu de cette histoire, Kawaki a perdu le Kama à un moment donné avant de le récupérer. Est-ce que ça s'est déroulé durant l'ellipse? C'est ça la question que je me pose. Parce que quand il faudra rendre des comptes à Konoha, par rapport à tout ce que fait Amado, Amado, il va pas être bien. C'est pour ça que je me dis, la menace en cours va déboucher sur quelque chose de vraiment dramatique sur Konoha. Moi, je vois Konoha se faire détruire à la fin de, entre guillemets, de cet arc. Parce que s'il y a un moment de calme, mais jamais Amado, il s'en sort tranquillement à Konoha. Là, le mec, sur ses actions, il joue double jeu. Et en plus, j'ai envie de dire un truc, face à Kawaki, il fait le mec apeuré, en mode non mais t'inquiète, je vais t'enlever ton limiteur, etc. Mais il est préparé normalement pour la réaction de Kawaki. Il a tout vu, il a vu Boruto dire la vérité à Kawaki. Donc là, il joue un rôle par rapport à Kawaki. Là, il est pas franc, Amado, clairement. Surtout Kawaki qui voulait récupérer sa puissance. Non mais ça c'est normal, Kawaki il enquête de puissance, il veut tuer Boruto, il veut être en mesure de pouvoir le faire, comme l'a dit Boruto, il faut que Kawaki soit capable de tuer Boruto si jamais Momoshiki apparaissait, et il faut surtout que Kawaki puisse aider Boruto à vaincre Jura. Donc Kawaki là oui, il a des objectifs clairement, et c'est normal qu'il récupère sa puissance. Je pense quand il a posé le Kama pur, quand en gros il a récupéré le Kama, Kawaki, tu penses que c'est à ce moment-là qu'Amado lui a implanté le limiteur? C'est possible aussi, hein. Mais ça veut dire que la puissance de Kawaki... Parce que là, sans s'entraîner, hein, c'est-à-dire que Kawaki peut récupérer le niveau de puissance de Boruto, parce que Boruto sait que Kawaki a le potentiel de pouvoir le vaincre lui, avec Momoshiki, avec le Kama. Hein. Parce que clairement, Boruto, c'est ça qu'il nous a dit hein, sur Kawaki, que l'autre, il était capable de l'arracher. Hein. S'il avait toute sa puissance. Donc après, on peut expliquer pourquoi Kawaki avait sa puissance limitée, parce qu'Amado avait peur de perdre le contrôle sur lui, c'est un peu comme le personnage de Code. Mais de base, Amado, il est censé aider Konoha, il est censé être le premier défenseur avec ses technologies. Parce que là, depuis le début, on nous dit oui, il va faire des cyborgs, il a fait Delta, il a reprogrammé Delta, elle n'a servi strictement à rien. Donc là, Amado, il ne sert à rien en termes de défense pour Konoha. Le mec reste au village pour cette fonction-là, principalement. Et pour la recherche, peut-être. Mais il fait l'inverse. Ce qu'il fait actuellement, c'est pour ses propres intérêts. Ce n'est pas pour les intérêts de Konoha, puisqu'il a servi à rien. Tous les problèmes viennent de lui, limite. Est-ce qu'Amado nous cache pas un truc avec la puissance de Kawaki? Peut-être, ou peut-être nous cache un truc avec le Kama de Kawaki. Ça se trouve, en réalité, il a bridé la puissance de Kawaki, mais il a aussi bridé ce Kama. Ça se trouve, c'est pas le Kama d'Ishiki. C'est le Kama de Shiba Yototuki. Peut-être que c'est ça la dinguerie. Et que si Kawaki révèle sa puissance, peut-être qu'il va y avoir une autre révélation. Après, je vais revenir sur ça aussi. Amado se pose des questions sur la survie de Kashin Koji. Et vu que Kashin Koji a des informations sur les différents futurs qui pourraient arriver, je pense qu'il sait exactement ce que veut Amado. Et je pense que Boruto le sait aussi. Peut-être qu'il y a une manipulation de Boruto et Kashin Koji à l'égard de Kawaki pour forcer Amado à dévoiler son jeu. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, excusez-moi, j'ai failli bailler en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis que Kashin Koji et Boruto sont revenus, ils n'ont quasiment jamais évoqué Amado. Sauf Boruto par rapport à Kawaki au sujet de sa puissance, etc., etc. Mais, normalement, Amado, par rapport à ses facultés, ses connaissances, ce qu'il est capable de faire, je l'ai dit, c'est un allié de taille, c'est un allié qui peut servir à la défense de Konoha. Comment ça se fait que Boruto Kashin Koji ne le consulte pas? Kashin Koji connaît Amado de base. Boruto sait ce qu'est capable de faire Amado.
pourquoi ils ne vont pas le voir? Au lieu de ça, ça va consulter Shikamaru, ça va consulter Eda, ça consulte Kawaki, qui sait que ça consulte d'autres... Indirectement, ça a mis Ino dans la balance, ça a consulté Mitsuki, ça consulte Sarada, Sumire, mais Amado, ça ne consulte pas. Alors je rappelle encore une fois que sa fonction première, c'est de protéger le village de Konoha. Il a les facultés de faire ça, il est capable de redonner des kamas à Kawaki, de brider les kamas de Boruto avec les fameux bonbons, etc. qu'on avait vus dans l'animé. Il est capable de foutre des limiteurs à n'importe qui, il est capable de créer Delta, il est capable de faire plein de trucs, il est capable de transférer des pouvoirs de Shiba Totsuki à ses créations. Voilà, c'est capable de faire Amado. Mais il n'est pas consulté. C'est quand même bizarre, au final. Pourquoi tu consultes pas celui qui peut t'aider à sauver le monde Shinobi? Moi, c'est ça que j'ai envie de vous faire prendre conscience, c'est qu'au final, il y a un truc qui est très bizarre avec Amado. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ou vous avez un avis sur ça, peut-être, n'hésitez pas à me le dire, mais Amado, il n'est clairement pas franc. N'hésitez pas à vous follow, ceux qui viennent de rejoindre le live, bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, _Discord. Et puis voilà. Est-ce que Tom, fan de Boruto, et Tam, vous avez quelque chose à dire ou pas? Parce que là, en soi, je trouve qu'on a bien analysé tout ça. Hein. Si vous avez des questions, des théories peut-être sur Amado, qui est-il réellement? Moi, j'ai du mal à croire que ce soit Shibai. Je pense qu'il a un lien avec Shibai, ou alors il essaie de le faire revenir. Peut-être de recoller les morceaux de son esprit, je ne sais pas. Et moi, je trouve aussi, d'ailleurs, en parallèle, que Code, qui continue de survivre, c'est qu'il va servir à quelque chose. Je pense que Code va mourir, mais avant de mourir, je pense que ça risque de déclencher quelque chose de très très grand. Et de très grave aussi. Amado n'est pas franc. En fait, Amado, ce qui est intéressant, c'est qu'il dévoile toujours ce qu'il faut. Il dit la vérité hein, sur ce qu'il dévoile, pour le coup. Mais tu sens qu'il dit pas tout. Il dit 50% des choses à chaque fois, et il garde, on va dire, le reste à chaque fois vraiment dans l'ombre. C'est un peu la caractéristique d'Amado. Moi, je trouve vraiment que Konoha est très patient à l'égard d'Amado. Même Shikamaru, parce que Shikamaru, on ne l'a pas vu, je crois qu'on n'a pas vu de scène avec lui, avec Amado, depuis le début de Boruto to Vortex. Parce que c'est vrai que Shikamaru doutait beaucoup d'Amado, et depuis, plus rien. Sumire, je pense qu'elle va se rendre compte d'un truc, ou peut-être qu'il sera trop tard, peut-être que justement, Sumire va se faire manipuler par Amado, et que en gros, Sumire pourrait être une cobaye d'Amado, à un moment donné. J'ai pas encore eu, donc je peux pas donner mon avis. Après, il a un lien avec Shiba, c'est sûr, mais après, c'est peut-être trop gros, mais pourquoi pas un lien de parenté. Ou de l'ADN en lui. Oui, il pourrait avoir de l'ADN de Shiba. Pour moi, les créations et les modifications d'Amado, donc Kawaki, je vais trouver Delta, Kashin-Koji, il y a de l'ADN de Shiba. Et c'est peut-être pour ça aussi que Kawaki a été bridé. Parce que si Kawaki récupère sa pleine puissance, ça peut déclencher un des pouvoirs de Shiba Totsuki. Moi, j'ai l'impression que c'est un puzzle. Parce que chaque personnage détient un pouvoir de Shiba, et à un moment donné, ça va se rassembler, tu vas voir Shiba Totsuki apparaître. Est-ce qu'Amado n'a pas fait exprès d'avoir gardé les pouvoirs de Shibai et ça transféré dans ses créations? Bah ouais, c'est à peu près ce que je dis, oui, non. Je pense que c'est ça, ou peut-être que maintenant il veut justement rassembler les pièces du puzzle, donc les pouvoirs de Shiba, pour peut-être le faire réapparaître. Est-ce que Amado a injecté dans le Kama de la puissance de Shiba sans le savoir? Je pense pas. Non, je pense que c'est calculé de la part de Amado. Tout ce que fait le personnage est calculé. Pour plus tard, faire revenir Shiba. Oui, clairement. Moi, je pense qu'il y a des éléments qui montrent que Shiba Totsuki va revenir, et je pense qu'il va revenir vraiment sur la partie finale de l'œuvre. Alors, ce sera l'antagoniste final? À voir. Mais Amado va déclencher quelque chose, c'est sûr. Ce personnage est trop louche, est trop mystérieux avec les autres, il dévoile jamais tout. Tu peux pas en rester là avec ce personnage. Moi, je reste convaincu que c'est pas un protagoniste. J'ai même envie de dire, c'est même plus qu'un Zetsu, tu vois. Donc voilà. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur le chapitre 7. Pour rappel, donc, ça sortira le 19 décembre. Je vous invite à aller découvrir tout ça sur Manga Plus le moment venu. Soutenez
forcément l'auteur, le créateur, les éditeurs, les dessinateurs, etc., etc., tous ceux qui sont en charge de Boruto. Donc allez consulter le chapitre quand il sortira d'ici là. Après, il a peut-être trouvé son corps, mais sa puissance était trop forte pour lui. Pour ça qu'il a implanté en lui, donc il a transféré dans ses créations pour pouvoir maîtriser sa puissance. Ah, en gros, oui, il a divisé la puissance de Shibai dans ses créations pour pouvoir contrôler au mieux cette puissance qu'il ne pouvait pas maîtriser lui-même. Pas mal, j'aime beaucoup la théorie Silver. Pourquoi pas? Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.